réflexion sur l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Je pense que c'est une notion complexe qui fait intervenir beaucoup de paramètres. Souvent, quand une personne doit se, doit se définir, elle va se représenter comme... elle va avant tout se définir par un statut. Je suis une mère, je suis un père, je suis un frère, un grand frère, je suis un petit frère, je suis un grand-père, je suis une grand-mère, je suis etc. Je suis un oncle, je suis une tante. Souvent, on se définit avant tout par rapport à sa famille. On se définit par rapport à quelqu'un d'autre. Avant tout, se définir par soi-même, c'est-à-dire que on va avant tout se visualiser, se définir dans un système donné. Et par rapport à l'affect, par rapport à des devoirs, par rapport à des actions, des états, des situations, etc. Donc ça, c'est la première manière de se définir par rapport à sa famille, par rapport aux autres. Deuxième point, c'est par rapport au nom, prénom, identité. Je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je suis voilà, de telle taille, de tel machin, de tel poids, etc. Euh, Telle passion, tel intérêt, un peu une sorte de carte d'identité. Ça, pour moi, c'est que de la forme. Ça veut rien dire. C'est de l'enrobage, c'est le papier cadeau. Ça n'a aucune importance. C'est de l'apparence, de l'artifice. On n'est pas défini par son corps, mais par ce que nous sommes. Le corps n'est qu'une enveloppe, bien évidemment. Le troisième point, c'est plutôt aussi, j'ai envie de situer au niveau social. On peut se définir par rapport à un métier. Je suis médecin, je suis boulanger, je suis charpentier, etc. Ça a beaucoup d'impact. Parce que ça va définir notre rythme de vie, ce que l'on est, ses compétences, également ce dont on est capable, et donc l'estime de soi, la confiance, ce à quoi on s'associe, ce qui nous différencie des autres et ce pourquoi on vient nous voir, notre intérêt, oui, notre spécificité qui nous démarque. Le métier, se définir par rapport à son métier, d'où l'intérêt d'être épanoui dans son métier. Pour faire d'une pierre deux coups, on va dire, et se retrouver de cette manière-là. Mais pour moi, voilà, un métier, on peut changer de métier du jour au lendemain. Et finalement, on est toujours la même personne. Donc c'est pour ça que, voilà, à part si voilà, on fait corps avec son métier, etc. Mais moi, je définirais pas l'identité par rapport à ça parce que c'est fluctuant. Le métier, on peut pas la définir seulement par rapport à ça. La vie, c'est pas que ça. On peut pas. L'identité, ce n'est pas que par rapport à son métier, évidemment. Donc moi, j'ai envie de voir ça de manière globale. Et après, oui, aussi la définition, l'identité en tant qu'humain. Voilà, je suis un homme. Je suis un humain avant tout. Voilà. Et puis toutes les définitions biologiques, comme on voudra dire. Mais là aussi, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, on va finir sur le cinquième point. Donc, c'est l'identité de manière globale, telle que je la vois moi-même. Pour moi, qu'est-ce que l'identité? C'est la manière dont on manie les idées. La manière dont on va faire bouger les informations, en fait, c'est la dynamique des choses. Le mouvement
des pensées que l'on utilise, la manière dont on agence les données. La vie n'est qu'un... Le monde n'est qu'un ensemble, un ensemble d'informations multiples, et la manière dont on va faire, dont on va utiliser, réagencer, reconcevoir, utiliser ces données, c'est ce qui va nous définir. Donc en fait, c'est la définition de la vie en tant que pilote. C'est-à-dire que on est pilote de sa vie, on se permet de faire ce que l'on souhaite, mais on va utiliser des données qui ne viennent pas forcément de nous. C'est-à-dire que finalement, rien ne vient bien sûr de nous. On ne fait qu'agiter des éléments qui existent déjà. Par exemple, le langage, on ne l'a pas inventé. Hein. On utilise des mots, alors ça c'est en fonction de nos préférences, et beaucoup d'autres critères qui vont définir notre langage et quels sont les mots que l'on choisit. Mais finalement, on utilise des mots qui sont compris par tout le monde, et c'est la manière dont on va utiliser ces mots-là qui va finalement nous définir. Et c'est un peu partout pareil avec la culture. Là, je parle du langage, mais la manière de faire sa vie, les choix que l'on fait, c'est justement l'identité qui transparaît par rapport à notre chemin d'action. Pas seulement nos choix de vie, pas seulement nos études, pas seulement le travail, évidemment. Nos centres d'intérêt, la culture au sens large, tout ça, cette palette de couleurs, cette gamme de notes, c'est ce qui va nous définir. Certaines gammes de notes, certains panels de couleurs. Après, évidemment, on peut toucher à tout, mais on a des préférences. On a des préférences. Il y a des mélodies qu'on utilise plus, et on va rester sur ça. Il y a des dessins, des couleurs, des formes qui vont davantage relever de notre essence. Même. C'est ce qu'on utilise le plus souvent, qui est le plus associé à ce que l'on est finalement. Ok pour la réflexion sur l'identité. Réflexion sur le statut social. Il y a beaucoup de métiers qui s'accèdent à différents niveaux, on va dire, soit d'études ou de tout simplement de temps, de temps. Des métiers qui s'accèdent après le bac, avant le bac, sans le bac, après une certaine durée, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, etc. Et cette durée donnée va influer sur non seulement le statut social, mais aussi sur le comportement. J'ai envie de faire une réflexion particulière sur, par exemple, les bac plus 2. Donc plus particulièrement les BTS. Plutôt les BTS, parce que c'est ceux qui aboutissent plutôt sur des métiers par la suite. Et j'ai envie de parler des techniciens. Les techniciens de laboratoire, par exemple, ou même les préparateurs, pharmacie, ou autres. J'ai remarqué, alors, ces gens-là, souvent, ils viennent sur le marché de l'emploi beaucoup plus rapidement, bien évidemment, ceux qui ont des études courtes. Donc, ils ont un salaire plus rapidement, c'est peut-être ce qu'ils souhaitent. Et il y a une plongée directe, en fait, dans le travail, un salaire direct, et des métiers souvent manuels, et des habitudes souvent qui se font, et des ordres aussi. Et quand on effectue des ordres, c'est souvent, effectivement, des procédures, on va dire, qui se font par l'habitude, presque robotique. Et j'ai envie de dire, par exemple, les techniciens, j'ai remarqué souvent chez ce type de personnes, cette catégorie, on va dire, un certain complexe d'infériorité parfois.
C'est-à-dire que eux, ils font ce qu'il y a à faire, ils font le tas. Mais quand on a un avis externe, qu'on les suit, qu'on voit un peu ce qu'ils font, il y a une certaine lassitude de leur part. Euh, qu'on leur demande un peu leur journée, etc. Oui, ben je fais ci, je fais ça, machin. C'est bon, t'as vu, 20 minutes. Bon, ben, c'est bon, tu vas pas passer la journée avec moi. En fait, eux-mêmes, je pense que ils sont tellement sur des procédures qui se refont chaque jour qu'au final, ils ont pas grand-chose à montrer. C'est très robotique. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je pense que ce type de métier-là, c'est pas épanouissant. C'est pour ça que moi, je suis vraiment partisan d'une robotisation de ce type de métier. Et il n'y a pas que ces métiers-là. Beaucoup de métiers, seulement les caissières, tous ces métiers robotisables. Moi, je suis vraiment pour une société robotisable de tous ces métiers. Parce que les gens n'aiment pas. On leur demande, ils n'aiment pas, ils sont pas épanouis en fait. On leur dit, mais eux, ils sont habitués à leur vie, ils ont des raisons, mais au fond, la vérité, c'est que ce type de métier, voilà. Et je pense que il y a des efforts qui doivent être mis quelque part. Eux, ils sont habitués à leur train quotidien, et au final, ils se sont fait une raison. Ils se sont fait une raison. Moi, je me fais des raisons, mais je prends du recul parce que je suis au final un peu libre, sans attache par rapport aux choses, et je vois ce qui est. Et je remarque une grande, certains complexes d'infériorité qu'on leur dit des choses, etc. Ah oui, moi je sais pas, moi je fais des manipulations, hein, moi je fais ce qu'il y a à faire. Mais après, tout ce qui est interprétation des résultats, on ne sait pas trop. Et c'est pour ça que j'ai connu beaucoup de techniciens qui reprennent des études. Et on remarque que, par exemple, pour faire. Alors, s'ils ont le niveau licence, je sais pas, ils passent directement en Master 1, Master 1, Master 2. Et souvent, j'ai remarqué qu'il y a. Bah, ils se donnent à fond, à 100%. Ils connaissent pas forcément la fac. Ils ont passé 2 ans. Peut-être que ça a pété, tu vois. Donc, la fac, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent vraiment totalement. Et au final, ils se mettent à 100%, ils parlent de notes, machin, ils sont à fond sur ça. Il y a quelque chose de très. Une grande soumission, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que finalement, ils ont tellement l'habitude de faire des protocoles que quand ils arrivent à la fac, qui est pourtant, voilà, un lieu de savoir, qui demande avant tout à l'étudiant, on va dire, non seulement d'apprendre, mais surtout de s'épanouir dans un domaine qui lui plaît. Donc, et c'est vrai qu'on retrouve toujours ce système de notes. Les notes, c'est quelque chose de ridicule, c'est un peu le nonos, hein, les petites récompenses. Euh, je veux dire, en primaire, collège, d'accord, au lycée, oui, jusqu'au lycée, mais au bout d'un moment, il faut savoir aller au-delà des notes. À un moment donné, il faut savoir grandir et faire ce qui nous plaît, et pas forcément vouloir performer. C'est vrai que ces techniciens-là que je connais, qui sont à fond sur les notes, je leur dis, mais à un moment donné, il faut savoir aller au-delà de ça. Après, ils aiment bien leur petite récompense, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas forcément l'habitude. Il faut se dire aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas connu le succès. Et ça, j'ai remarqué ça même chez certaines, par exemple les infirmières, et encore eux, elles ont un certain ego parce qu'elles se disent oh oui, je vaux mieux que les aides-soignantes, je vaux mieux que je sais pas qui, que tout ça. Donc elles ont un certain ego. Mais même chez ces personnes-là, on peut remarquer une certaine, un manque de confiance parfois. Ça peut dépendre. Ça dépend. Ça dépend. Mais quand je dis manque de confiance, il y a aussi beaucoup d'attache par rapport aux notes. Quand quelqu'un donne de l'importance aux notes, c'est qu'il y a un manque de confiance derrière. Parce que si t'es épanoui dans ce que tu fais, tu sais très bien qu'il y a du résultat, qu'il y a des résultats, t'as pas besoin qu'on te donne un 20 sur 20 pour savoir que ton truc il fonctionne en fait. Toi tu te mets un 20 sur 20 tout seul. Quand tu sais que ça fonctionne, t'as pas besoin que quelqu'un te dise que ça fonctionne. Tu sais que ça fonctionne. Et c'est vrai, plutôt, ouais, même les aides-soignantes, gros complexe d'infériorité.
Et souvent, ces types de personnes, tu leur donnes une note, tu leur, par exemple un examen quoi, tu leur donnes 10 sur 10, 20 sur 20, ils s'y croient pas en fait. Il faut se dire qu'il y a aussi beaucoup de métiers où ils n'ont pas l'habitude d'avoir des bonnes notes. Donc, où finalement, quand on les félicite, ils sont contents, ils sont épanouis. Et, et ils continuent dans ça. Et je trouve que ces catégories, on va dire, socio-professionnelles, si on peut dire, mais beaucoup de personnes qui sont pas habituées au succès. Qui sont pas habituées au succès. Et ces gens-là, il manque en fait cette manière, cette créativité, cette entreprise personnelle. C'est des gens qui peuvent pas entreprendre seuls parce que finalement ils attendent qu'on les félicite. Mais à un moment donné, quand tu as confiance, quand tu as connu le succès, quand tu as connu la réussite, tu vas au-delà de ce stade et tu sais que les notes, ça n'a pas d'importance parce que tu sais ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Ce qui compte, c'est d'accomplir l'objectif. Donc t'as pas besoin qu'on te donne 20 sur 20 si l'objectif est accompli en fait. T'as pas besoin qu'on te félicite. Et c'est ce stade supérieur, non seulement d'autosuffisance, mais surtout au-delà de ça, ce stade de puissance. De puissance. Et, et voilà. J'aime bien d'ailleurs l'allusion entre le nonos, la nonote, la petite note, la nonote. Souvent on a l'impression que certaines personnes veulent leur petit nonos. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Euh, En reprenant juste toutes ces études, ouais. Bac plus de CAP, BTS, DUT, c'est plus professionnalisant. C'est déjà plus lié au lycée. Et puis surtout que ici, on retrouve déjà plus de gens qui ont je dirais, de l'ambition. Qui ont de l'ambition. Alors que souvent, les BTS, c'est souvent très protocole. Je réalise ce qu'on me dit de faire. Alors que les DUT, il y a une ouverture quand même sur la puissance personnelle. Clairement. Euh, sur les écoles d'ingénieurs, oui, voilà. Bon, classe prépa, ça, pas photo, hein, c'est pour des métiers cadres, etc. Grandes écoles, j'en passe. Mais après, voilà, il y a des personnes qui sont pas habituées aux études, qui sont pas habituées à la fac. Moi, j'apprécie beaucoup l'université. Je pense que au fond de moi, je suis ce que j'aime dans l'université, c'est la liberté. C'est la liberté. Quand on a saisi ça, quand on a passé beaucoup de temps à l'université, on a compris. L'université, c'est porte ouverte. Ouais, ça accepte tout le monde. C'est comme on dit, c'est pour former, pour apprendre, éduquer. C'est pour diffuser le savoir. Quand on a compris ça, l'université, c'est pour apprendre. C'est pour... Donc, c'est ouvert. Et on vient par plaisir pour apprendre. On vient pas pour se forcer. Sinon, on fait autre chose. Sinon, on fait autre chose, clairement. Clairement. Bon, voilà pour la réflexion sur les techniciens prépa. Tous on va dire les filières d'études un manque de qui aboutissent à un certain manque de confiance, je pense, et à un mauvais épanouissement et une soumission qui peut éventuellement être appréciée, mais pas l'habitude. Mais bon, bref. Réflexion sur l'Afrique. Aujourd'hui en France, ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent apprendre, qui viennent faire leurs études, qui viennent travailler, évidemment, une grande quantité de personnes, une grande proportion de personnes euh, d'Afrique, certes, et d'ailleurs, bien sûr, mais beaucoup d'Afrique. Moi, je le relève comme ça. On peut faire des statistiques, on peut faire des études, on peut creuser, on peut parler, on peut dire tout ce qu'on voudra, mais il y a la vraie vie et il y a ce qu'on voit. Il y a les faits, et voilà, il y a l'expérience, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas passer
À côté de ça, dans les universités surtout, pour le cas, il y a beaucoup de personnes d'Afrique, d'origine africaine, et ces personnes-là ont beaucoup d'ambition. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici pour réussir. Alors qu'une personne qui est depuis toujours en France, bah c'est, tu vois, il n'y a pas. Elle est là, elle a l'habitude. Il n'y a pas de situation tendue. C'est une situation, j'allais dire, plus aisée que la personne qui voyage de très loin pour sa réussite. Et ça, à l'avenir, ça aura beaucoup, beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. C'est-à-dire les personnes, d'autant plus, qui viennent de loin, ici, en France, pour travailler, avec de l'ambition, il y en a d'autant plus, et ces gens-là vont tout simplement réussir. Réussir au détriment d'autres personnes qui sont qui ont peut-être une certaine aisance, qui sont en France depuis longtemps, depuis le début, et qui ont une certaine. Pas qui se reposent sur le laurier, mais qui vont moins jouer leur vie peut-être, je sais pas. Qui vont moins jouer leur vie. Parce qu'en fait, il y a deux choix. Une personne qui est en France depuis longtemps, elle va se dire ok, soit je réussis, ou soit je réussis ailleurs. La personne qui vient d'Afrique, qui a fait des sacrifices, qui quitte sa famille pour réussir en France, c'est un peu l'émissaire, c'est un peu le héros AULT. C'est un peu le l'espoir de sa famille. Il a des voilà, il est là pour réussir donc et puis souvent il est seul. Il est seul et il s'investit pleinement dans son milieu. Il est totalement dans le truc en fait. Il pourrait même dormir dehors. Il veut juste réussir. Donc finalement, tout le reste c'est du bénéf. Et ces gens-là, c'est un peu les kamikazes du 21e siècle. Non, mais en fait, il y a pas de, comment dire, de trajet retour. C'est un sens unique. On vient pour réussir et puis c'est tout. Si on réussit pas, on retourne pas en Afrique en fait. C'est pas dans le projet. C'est pas dans le projet. Et c'est facile à comprendre. On est ici. Donc voilà. Ça c'est. Ça c'est à comprendre ça. Après, ce n'est que un aperçu. Un aperçu. La réflexion sur les personnes qui arrêtent totalement leurs études. Pourquoi arrêter? Ça c'est la question. Pourquoi arrêter? Qu'est-ce que l'on veut faire d'autre? Quel est notre projet? Pourquoi est-ce que l'on veut faire ça? Qu'est-ce qu'on ferait par la suite? Quel est notre centre d'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on veut changer de voie? Est-ce que cette thématique donnée qui nous tient à cœur ne veut pas être faite en même temps que ce que l'on est en train de faire actuellement? Est-ce que l'on peut s'intéresser à cette thématique donnée durant notre temps libre, par exemple le soir? Est-ce que cela nous tient vraiment à cœur? Est-ce qu'on ne peut pas concilier ces voies-là? Il y a aussi la pluralité plutôt des voies qui auraient pu se réaliser, des choix, des cessures, des scissions. Et voilà, tout choix implique une douleur, tout choix implique un abandon. La vie est un ensemble de choix. Il peut y avoir des douleurs, il y aura forcément des douleurs. Le plus important c'est d'avancer. Je pense que reculer, c'est mauvais. Après, on peut toujours continuer d'avancer. Et parfois, on a l'impression de reculer, alors que pas du tout, on avance. On avance. Il faut toujours voir ça, cette thématique-là. Il n'y a pas de. Pourquoi est-ce qu'on a fait les choses? Je pense que les gens ne font pas les choses par hasard. Et même si les gens font des sacrifices, ça a de la valeur. Mais il faut savoir donner de la valeur à ce que l'on a fait. Les changements radicaux de parcours, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a toujours une plus-value à donner à ce que l'on a fait auparavant. Et ça, c'est un travail.
d'y donner de la valeur, de l'entretenir ou même de le découvrir. Je pense qu'il faut voir les choses de manière globale et savoir trier ces loisirs, ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait perdre du temps, ce qui est judicieux, ne pas se borner à finir des choses qui prennent trop de temps et qui sont pas forcément intéressantes, utiles ou épanouissantes, mais plutôt toujours accorder de l'importance à ce qui nous intéresse sur le moment ou depuis longtemps, essayer de concilier tout cela et créer son propre projet pour ensuite y donner de la valeur et le développer au fur et à mesure du temps. Et c'est aussi ça qui va nous définir et aussi caractériser ce que nous sommes. Parce que c'est avant tout la multiplicité de nos centres d'intérêt et l'accomplissement de ces derniers qui va constituer le trajet, le chemin qui est le nôtre. Et c'est ça aussi ce qui relève de nous, la patte. Notre patte. Mais bon, bref. Donc voilà, ça c'était vraiment réflexion sur la conciliation de ces centres d'intérêt dans une perspective de continuation, d'entretien, et une perspective d'évolution et d'investissement sur l'avenir et de projection. Réflexion sur le travail et plus particulièrement l'autorité des chefs imposés donc par la hiérarchie. Je pense qu'il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à tout ce qui est toutes les critiques négatives. Si on sait ce que l'on vaut, si on sait ce que l'on fait, pourquoi est-ce que l'on est là, qu'est-ce que l'on veut accomplir, quel est notre projet, si on a les idées claires par rapport à ça et que notre puissance est suffisamment solide, le reste n'a pas forcément d'importance. On n'a rien à prouver en fait. Quand on a un projet clair et les idées tout aussi claires, il n'y a aucune raison de remettre en question par rapport à des critiques que l'on pourrait recevoir. Je pense que tout coule de source. Si on sait ce qu'on fait ici, les gens s'en rendront compte au fur et à mesure du temps. Peut-être, ou pas, je sais pas, mais ça n'a pas d'importance. J'avais entendu une fois, là où sont mes pieds, je suis à ma place. C'est une situation, je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais dans le cadre du travail, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, il y a des plus et des moins, mais c'est vrai que l'autorité, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Après, c'est vrai que quand on est au travail et que une personne dit ce qu'il faut faire et que l'on ne répond pas forcément à ses attentes, on essaie toujours de faire au mieux, de corriger, de s'entretenir, de parler, de dire ce qui ne va pas. C'est aussi ça, démarche de travail, le travail d'équipe, bien évidemment. Après, on peut avoir une dépréciation malgré nous, malgré nos efforts, être toujours critiqué. Bon, on corrige, d'accord, mais je veux dire, il y a aussi l'état d'esprit, le comportement, le caractère, beaucoup d'éléments qui entrent en compte, le statut, la situation, euh, notre âge, aussi notre situation familiale, si on a des enfants, si on a, etc. Euh, Tout ça, ça entre en compte aussi sur la manière dont on est perçu au sein de l'entreprise, si on veut. Mais je veux dire, quoi que dise un supérieur, ce qui importe, c'est avant tout ce que l'on dit à soi-même. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On ne vient pas pour faire plaisir à un patron, on vient avant tout pour soi-même. Voilà. Pour son épanouissement et pour répondre à ses objectifs. Voilà. Après, ça c'est le fameux aussi principe de le leader, le manager, le suiveur.
Le leader qui arrive à imposer ses rêves, pas à imposer ses rêves, mais à inspirer les autres pour qu'on puisse tous répondre à son objectif concret. Les leaders, c'est très rare quand même, hein. Le manager qui, lui, va plutôt gérer une équipe pour répondre à un objectif qui n'est pas le sien, mais plutôt un objectif de l'entreprise ou autre. Et puis le suiveur. Bon. Mais finalement, le but, c'est que chacun soit leader dans l'âme, au fond. Toute personne est leader de sa vie. Et parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. Parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. Il ne faut pas oublier pourquoi on est là, en fait. Pourquoi on vit, quel est notre objectif de vie, notre chemin de vie, qu'est-ce que l'on souhaite faire. Qu'est-ce que l'on souhaite faire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier toujours. Quand on ne sait plus trop où on en est, qu'on a perdu un peu le chemin, le sens, qu'on est un peu perdu dans la brume, qu'on ne sait plus trop, on est un peu en recherche de sens, il faut toujours se dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire. Je ne suis pas là pour satisfaire aux demandes du patron. Je suis là pour comprendre, pour apprendre, pour m'enrichir dans cette thématique de... Voilà. Je viens pour moi-même et pas pour les autres. Pas pour qui que ce soit d'autre. Petite réflexion sur l'impact du métier sur la manière de se comporter, d'agir, sur le comportement tout simplement. Quand on prend un médecin, je prends souvent cet exemple-là parce que j'ai l'habitude d'en côtoyer, mais on voit bien évidemment l'attitude des médecins qui est tout à fait particulière, spécifique, une manière de parler de leur part qui est assez, comment dire, oui, je me répète, particulière. Beaucoup de confiance, beaucoup d'ego, c'est quelque chose qui est justifiable, mais c'est des gens aussi qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, ils sont là, il faut comprendre les gens, pourquoi ils ont cette attitude. Il faut toujours respecter les gens, mais c'est vrai que, voilà, parfois on peut avoir des réponses épineuses. Les choses ne se font pas par hasard. Il ne faut pas oublier de respecter les gens. Dire non merci, ça ne m'intéresse pas, je vous souhaite une bonne journée, c'est respecter quelqu'un. Lui dire je m'en fous, c'est pas forcément respecter. C'est pas forcément respecter. Ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Une manière. Il faut pas oublier de respecter les gens et souvent, on peut avoir des médecins qui, tout puissants qu'ils sont, se pensent tout permis. Et il faut savoir calmer le jeu. Il faut savoir calmer ces gens-là. On est ici, on a le job, on est tout à fait à notre place, tout autant que lui. Donc il faut se calmer. Il faut se calmer. C'est une question de respect. Il faut savoir respecter. Et les gens qui s'y croient un peu trop, il faut savoir aussi leur dire bonjour, allô la terre, va falloir redescendre un petit peu. Hein. Va falloir redescendre. Non, parce que, hein, je sais pas, je prends un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais je sais pas moi. T'as un homme de ménage, femme de ménage qui arrive. T'as quelqu'un qui lui dit ah ouais, vous allez passer la serpillière là-bas. Alors, je veux dire, le gars, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il faut savoir respecter en fait. Il faut savoir respecter le travail en question. Il faut savoir respecter le travail en question. Et ça, voilà. Par exemple, je sais pas moi. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Mais par exemple, quand quelqu'un, femme, homme de ménage, peu importe, a passé la serpillière, la moindre des choses, c'est de pas marcher. Ou alors utiliser des serpillères. Parce que sinon, c'est pas respecter le travail. C'est pas respecter le travail. Il faut savoir respecter les gens. Respecter les gens. La hiérarchie, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut respecter tout le monde. Et ça, c'est
particulièrement, voilà, comme je dis, les gens. Et puis il y a toujours ce stade où c'est qu'à un moment donné, le médecin se croit à la maison, ou même n'importe qui. Hein, le gars qui, à force d'avoir trop de pouvoir, il est dans son canapé, quoi. Je prescris ce que je veux, je donne ce que je veux, je suis le boss, c'est moi qui choisis. Ah oui, bah oui, ça va, oui, c'est cool, ça va, c'est moi qui décide. Hein, le patron de je sais pas quoi, il vient, je dis, ouais, bah ouais, on fait comme ça se passera comme ça. Ça se passera comme ça, s'il vous plaît. Hein. Ah oui, mais non, moi je dis pas s'il vous plaît, s'il est pas content, il se casse. S'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Et ça, il faut pas l'oublier. Ça, il faut pas l'oublier. Et ces gens-là qui ont un peu trop de pouvoir, qui s'y croient un peu trop, il faut les recadrer. Il faut les recadrer. Il faut les recadrer. Et ça, c'est un peu un problème. Et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des... Vraiment, je m'y connais pas trop dans tous ces assauts, etc., qui protègent les intérêts des travailleurs. Mais voilà, le respect, c'est quelque chose qui ne doit pas s'oublier. Qui doit pas s'oublier. Le respect, c'est bonjour, c'est au revoir, c'est s'il vous plaît, c'est merci. Ça, c'est le respect, ça. Bref,